Bonjour, nous vous donnons la bienvenue à notre première édition de la Semaine de l'érable en bref. Pour cette émission, nous vous proposons 3 sujets. Une recherche en art funéraire, une analyse du mois de l'économie sociale et une mise à jour de la préparation du marathon de l'espoir de Plessisville. Pour le premier sujet, nous invitons Madame Nancy Schenk, une spécialiste en art funéraire qui fait la recherche académique pour améliorer l'expérience de la visite des cimetières du centre du Québec. Quel est le besoin social auquel elle répond avec son travail? Comment le gouvernement a financé sa recherche? Avec une maîtrise en sciences de la religion et des études de doctorat en cours sur la visite des cimetières, Madame Schenk a une expertise qu'elle veut partager avec nous tous aujourd'hui. Pour le deuxième sujet, nous avions anticipé dans nos émissions précédentes que novembre a été choisi le mois de l'économie sociale. Aujourd'hui, nous recevons en studio Madame Malka Roy, directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. La définition d'économie sociale, les exemples, le rôle de son organisme sont quelques-uns des sujets abordés dans cette entrevue. Finalement, nous faisons une courte mise à jour de la préparation du marathon de l'espoir du 10 décembre avec Madame Claudette Laliberté, présidente de l'organisme organisateur. Elle nous informera sur les nouveaux montants ramassés pour les organismes qui apportent la nourriture aux personnes en besoin, ainsi que les nouvelles activités qui s'organisent ces jours-ci. Nous débutons cette série d'entrevues avec Nancy Schenk, recherchiste en expérience de visite de cimetières dans le centre du Québec. Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, nous allons parler de cimetières. Et pour cela, ça nous prenait quand même une personne très compétente. Nancy Schenk, elle est guide, animatrice, conceptrice des visites guidées et elle est doctorante et puis elle se prépare pour nous livrer aussi d'autres études qu'elle effectue actuellement. Alors Nancy Schenk, bonjour Nancy. Bonjour Lydia. Nancy, c'est quand même impressionnant comme carrière et d'avoir eu aussi l'idée de faire un doctorat sur les visites de cimetières. Là, vous allez me raconter. Oui. Au départ, je fais beaucoup de cheminement artistique, je fais de la photographie, donc j'avais pris un cours en revenant dans la région et je photographiais des fleurs, des trucs, tu sais, les premières affaires que tu fais quand tu fais de la photo, tu essaies un peu toutes sortes de choses. Et je demeurais à côté du cimetière Sainte-Victoire à Victoriaville et je suis rentrée mois de novembre, si je me souviens bien, faire de la photographie. Et là, j'avais vu qu'il y avait des statues, donc j'ai commencé par les statues, j'ai vu qu'il y avait des symboles. J'ai commencé à faire de la photo. L'avantage, c'est qu'un monument, ça bouge pas, donc ça demande peu d'équipement pour photographier. Donc, tranquillement, pas vite, là, ça a piqué ma curiosité encore plus parce que j'étais toujours intéressée aux symboles. Et j'ai continué, ça fait une vingtaine d'années que je continue à faire le démarchage de cimetières, de la photographie artistique et ou informative parce que j'ai créé mes propres banques d'informations centricoises parce que ça n'existait pas. Ce qu'on avait, on a beaucoup d'informations généalogie, historique, sur les grands personnages, mais sur les monuments comme tels, c'est plus rare parce que les gens qui faisaient les monuments à l'époque, c'était du gré à gré. Donc, il n'y avait pas nécessairement de facturation ou d'archives, tandis que les grands artistes, eux, avaient des archives ou encore les grandes compagnies de Montréal ou d'ailleurs ont des archives, mais vraiment, à l'époque ici, c'était pas le cas. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations sur qui a fait tel monument. Est-ce que ça a été commandé par catalogue? Parce qu'il y a des catalogues qui existent. Entre autres, en 1909, il y avait le Sears Roebuck où on pouvait commander notre monument funéraire et il arrivait par train. Donc, les catalogues Sears, ça a duré plusieurs dizaines d'années. On a différents catalogues qui ont survécu et qui ont été numérisés du côté des États-Unis, mais comme tel, dans la documentation plus québécoise, c'est un peu plus rare. Et il y a même, il n'y a pas un enseignant qui vous a dit de continuer, que vous l'avez même surpris avec... Oui. Quand j'ai fait la démarche, parce que la vie a fait que j'ai travaillé comme animatrice à FSEC pour le Cégep de Victoriaville, mais j'étais payée par le Centre Emmaüs et d'autres fondations. Et j'ai rencontré les gens du département de théologie dans une formation qu'on suivait et on parlait sur l'heure du midi de ce qu'on faisait. Puis moi, j'ai parlé que je faisais des visites puis que je faisais des trucs avec le cimetière. Et le doyen de l'époque a dit « Ah, ça doit être intéressant avec les adolescents. » Puis dans l'après-midi, le directeur du département qui était présent est venu me voir pour m'offrir une possibilité de peut-être faire un doctorat.
là, je disais que je n'étais pas nécessairement plus croyante qu'un autre. Tu sais, on a toujours l'idée que la théologie, c'est parce qu'on est des hyper-croyants. Pas nécessairement. On peut y aller pour différentes raisons. Et j'ai fait le processus qui a été reporté parce que j'avais pas de travail au moment où la première fois que j'aurais pu entrer. Donc, ça a été l'année d'après. Mais l'année d'après, ça a été une grosse année, c'est 2015. 2015, ben là, j'ai gagné une bourse du Calque régional pour un projet de médiation citoyenne avec l'art funéraire. Donc, ça a été un gros projet. Ça a payé mon entrée au doctorat la première session parce qu'il fallait quand même que je paie, tu sais, c'est des frais universitaires, c'est quand même autour de 1500 par session. Donc, il fallait que j'aille les fonds. Après ça, dans les années qui ont suivi, j'ai eu une bourse aussi de médiation culturelle de la ville de Victoriaville pour un été avec un groupe de pastoral et de citoyens. Donc, on a fait des frottis avec les enfants. Ça a été très apprécié. Les gens ont vu le cimetière sur un autre œil que juste la tristesse quand on va enterrer grand-papa, grand-maman ou quelqu'un de sa famille. Et Frottis dernièrement, explique, c'est un mot qui a été trouvé par vous, Nancy, mais il y a une bonne raison. Vas-y, c'est plus simple, hein? c'est parce que la vraie technique, ça s'appelle du calque par frottement. C'est une technique qui est bannie, entre autres, aux États-Unis parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait du n'importe quoi, à utiliser toutes sortes de produits par rapport qui peuvent détériorer les tombes historiques. Moi, je l'utilise sur des tombes qui ne sont pas historiques, des tombes en granit avec des matériaux qui sont sans danger, autant pour les enfants que pour l'environnement. Donc, c'est vraiment une technique qu'on utilise dans certaines activités pour amener des enfants et les grands à voir le cimetière sur un autre œil, mais sous supervision avec l'entente que si on revient, on peut pas le faire seul si je suis pas là. C'est vraiment une question d'éthique. Puis les partenaires sont avisés aussi là, que oui, on fait un atelier sous supervision dans un cadre de médiation culturelle. Et après ça, les gens repartent avec leur création. Donc, ça permet aussi de sensibiliser au patrimoine funéraire, mais d'une autre façon. Puis de voir qu'il n'y a pas juste des petits Jésus, des croix sur les monuments, mais il y a plein de choses. Oui. Alors maintenant, pour la population, si on regarde un peu de l'intérêt communautaire, là, bon, et vos recherches, donc il y a vraiment un lien, là, c'est important, là, la population répond aussi, là. Oui, ça a été très intéressant de voir l'évolution. Les premières visites ont été en 2012. J'ai fait un test pendant les fêtes victoriennes à Victoriaville. C'était gratuit. Donc, on m'avait demandé, écoute, un micro cachet, je testais, j'ai fait 3 visites dans la journée et à chaque visite, on tournait autour d'une centaine de personnes et les gens avaient que des bons commentaires sur quelque chose qu'ils connaissaient pas. C'est ça vraiment qui a un peu lancé les visites avec l'année d'avant aussi une conférence à ciel ouvert pour boucler une programmation là où il manquait des interventions pendant l'été. Là, on a vu qu'il y avait un intérêt. Après ça, là, j'ai développé des visites un peu plus structurées qui ont été offertes plusieurs fois sur plusieurs années, entre autres à Victoriaville, mais aussi dans d'autres endroits. Tu sais, j'en ai fait à Sainte-Clotilde, Inverness, Fortierville, Saint-Louis-de-Blanford. On a fait aussi Arthabasca, Norberville, on a fait avec des camps de jour. Donc, on a essayé toutes sortes de formules et les gens avaient toujours un attrait. Il y a même eu un projet qui s'est appelé Novembre, mois des morts avec différents partenaires et moi qui faisais un 45 minutes déguisé, une visite de soir à la lampe de poche. Donc, les projets ont toujours été intéressants, ce qui fait qu'en 2015, j'avais déposé un dossier à Culture Centre du Québec pour le prix Patrimoine et muséologie et j'ai remporté à la surprise de tous parce que moi, je suis un individu, je suis pas une corporation, alors que le prix Patrimoine était toujours remporté par des sociétés d'histoire, par des sociétés de généalogie, par le musée des religions du monde ou l'équivalent. Donc, moi, j'arrivais avec mon projet de visite, mais j'avais, au moment où j'ai gagné le prix, 1800 personnes qui étaient venues aux visites par groupe de 50 sur quelques années. Donc, les gens avaient été impressionnés. C'était des juges de la région de l'Estrie qu'on m'a dit. Et les juges avaient été impressionnés, par la qualité du travail, le fait que ce soit des micro-projets, que je sois seule avec des partenaires. Donc, qui dit micro-projet, c'est pas des grosses subventions, c'est des petits morceaux. Tu sais,
Et tout ça avait fait que j'avais remporté cette année-là devant la Société d'histoire et généalogie de Victoriaville et le Musée des religions du monde. Parlons plus du bénéfice social de votre recherche et ça va amener à vous proposer une bonne idée pour sauver nos églises. Vous me direz... Le bénéfice social, je te dirais, c'est que on est dans une société qui nie beaucoup la mort. Tu sais, on regarde les publicités, les gens, faut on ait l'air jeune, faut pas de cheveux blancs, faut pas de rides, surtout les femmes, mais ça touche aussi les hommes. Il faut faire du botox, puis il faut, en tout cas, faut avoir l'air jeune et on le voit même chez les gens qui font de la télévision. Tu sais, plus ils vieillissent, si c'est des hommes, c'est correct, mais les femmes, on les voit de moins en moins. Donc, tu sais, on a vraiment une société qui nie un peu le vieillissement et la mort. Donc, au niveau social, ces visites-là, c'est une façon d'approcher la mort ou un lieu qui est lié à la mort. Et il y a des gens qui ils vont juste dans des moments tristes. Tandis que là, on va faire une visite de type culturel, patrimonial, artistique. Mais en dessous de ça, on a toujours quelque chose qui peut être lié très spirituel, qui fait que je suis allée au doctorat, c'est que je sentais chez certaines personnes que ça allait plus loin qu'une simple visite historique, culturelle ou patrimoniale. Il y en a que ça les bouleversait jusqu'au bout de leurs orteils. Donc, le doctorat, c'est un peu d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, essayer de trouver une possible explication au phénomène, puis d'intégrer ça à l'intérieur des visites et peut-être faire un niveau 2 aux visites. Parce qu'on sait que dans le tourisme culturel et spirituel, l'importance du guide accompagnateur est important dans l'expérience vécue du visiteur ou de la personne qui vient. Mais est-ce que ça pourrait aussi avoir une importance sur le vécu spirituel à venir? Peut-être, on ne sait pas. Mais moi, je crois que l'art funéraire, ça peut être la plus petite croix simple en fer forgé, est aussi importante que le monument en marbre ou l'immense monument de Monsieur ou Madame X qui avait beaucoup d'argent. Pour moi, c'est la même importance, mais à travers ces monuments-là, il y a des monuments qui sont rares au centre du Québec. Ça, j'en ai trouvé dans certains cimetières. Je sais un peu, à 80%, je suis capable de savoir dans tel secteur, comme dans la MRC de l'Érable. Vous avez beaucoup de cimetières dits protestants avec leurs trésors. Vous avez, tu sais, avec une présence écossaise, avec une présence irlandaise. Si vous n'aviez pas amorcé le processus d'aller visiter nos cimetières, donc qu'est-ce qui se serait peut-être passé? Alors, heureusement que vous avez été là. On perdrait beaucoup. Oui, puis je vais raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à exposer des photographies dans des salons, un peu comme le salon des arts qu'il y avait dans les Bois-Francs, j'avais des gens qui voyaient mes photos d'anges et ils me disaient, t'as pris ça au Père-Lachaise? J'ai dit non, j'ai pris ça à tel endroit au centre du Québec, à Sherbrooke, à un tel. Les gens ne méconnaissent leur propre patrimoine local et régional. Donc, les gens étaient tous surpris parce qu'ils pensaient que ça venait officiellement du Père-Lachaise. Je dis pas du tout. On a des cimetières complètement différents. Ce on a comme particularité, c'est qu'on a l'influence française et l'influence anglaise dans les cimetières et américaines aussi. Donc, on a des monuments qu'on trouve aux États-Unis, qu'on a ici. On trouve des monuments qui ont été commandés. On sait qu'ils viennent des États parce qu'on voit les mêmes modèles dans des catalogues. Donc, on a vraiment une richesse, mais c'est surtout des petits cimetières avec des petits trésors. Et les églises, qu'on se le cache pas, là, c'est les châteaux de la Nouvelle-France. Voilà. C'est vrai aussi. En France, ils ont leur château. En Angleterre, ils ont des châteaux aussi, ils ont Stonehenge et d'autres trucs. Mais nous, nos châteaux, c'est nos églises. Alors, merci. Et puis, en même temps, félicitations quand même, parce qu'en 2021, je voulais terminer avec ça, le prix Lionel Groulx, de la Société Saint-Jean-Baptiste. La Société Saint-Jean-Baptiste du centre du Québec, parce qu'il y a plusieurs prix Lionel Groulx. Donc, la Société Saint-Jean-Baptiste, à l'unanimité, c'est un comité, c'est pas un dépôt, c'est c'est des gens du milieu qui déposent des candidatures. À l'unanimité, ont accepté ma candidature et j'ai appris par courriel que j'avais gagné le prix. Pour vrai. À cause de la COVID, c'est ça, non? Il y a ça, mais que la première fois, j'ai vérifié si c'était pas un fake news. Oui. Et après vérification, j'ai vu que c'était vrai. Donc, merci, Nancy. Alors, je vous rappelle que Nancy Schenck est donc guide, animatrice, conceptrice des visites guidées et elle est également doctorante. Maintenant, nous laissons l'art funéraire et son implication sociale pour nous rendre dans l'univers de l'économie sociale avec Madame Malka Roy, directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Malka Roy, qui est la directrice générale de l'économie sociale du Centre du Québec.
Elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, pour qu'on puisse comprendre quel enjeu puis qu'est-ce que ça apporte à notre société. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous recevoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Ce mois-ci, c'est le mois de l'économie sociale. Vous êtes la directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. On va en profiter pour essayer de comprendre avec vous qu'est-ce que ça représente exactement l'économie sociale. Ben oui, bien sûr. En fait, merci beaucoup à vous de me recevoir aujourd'hui, finalement, dans le cadre du mois de l'économie sociale. Et justement, le mois de l'économie sociale, c'est un mois complet, le mois de novembre, qui nous permet justement de prendre le temps de faire connaître aux gens les entreprises d'économie sociale, de faire connaître l'économie sociale et ses retombées sur les territoires. Donc, qu'est-ce que c'est l'économie sociale? En fait, c'est des entreprises dites collectives. Donc, c'est vraiment des entreprises qui vont répondre à un besoin, donc soit aux besoins de leurs membres, soit aux besoins de la communauté. Et à ce moment-là, qui vont vendre ou échanger des produits et des services dans le but de répondre à ce besoin-là. Au niveau des formes juridiques, on retrouve 3 formes juridiques qui sont les coopératives, les OBNL et les mutuelles. Les mutuelles, on en retrouve quand même beaucoup moins, puis c'est dans des secteurs vraiment très spécifiques. Donc, c'est principalement en fait coopérative et OBNL qu'on va retrouver. OBNL étant organisme à but non lucratif. Pour qu'un OBNL soit considéré une entreprise d'économie sociale, il faut que l'organisme ait un volet marchand. Donc vraiment la vente de produits qui va lui ramener ou de services, mais qui va lui ramener des revenus autonomes. Donc à ce moment-là, l'OBNL peut être considéré comme une entreprise d'économie sociale. Et au niveau des exemples, les télévisions communautaires, comme la télévision communautaire de l'Érable, c'est une entreprise d'économie sociale qu'on retrouve dans la région. Les musées, certains musées sont des entreprises d'économie sociale, comme le Musée des cultures du monde qu'on retrouve à Nicolet. Des festivals peuvent être considérés économie sociale. Donc, vous avez ici le Festival du bœuf d'Inverness, les fêtes du lac William, par exemple, ou les festivals fromage, bouffe et tradition à Victoriaville. Donc, ça aussi, ce sont des organisations considérées économie sociale. Au niveau coopérative, on a ici dans la région, par exemple, Citadelle, la coopérative de producteurs de sirop d'érable, qui est donc considérée comme une entreprise d'économie sociale, au râpé, qui est un OBNL, qui par le biais de sa ressourcerie va en fait générer des revenus autonomes. Je vous les nommerai pas tous parce qu'il y a quand même plus que 300 entreprises au centre du Québec, mais c'est ça, ça fait le tour, la petite présentation générale. Ce que j'aimerais savoir, c'est, admettons, comme vous parlez de festival, mettons que je veux créer un festival, qu'est-ce que j'ai à faire pour devenir une entreprise d'économie sociale? C'est quoi mes démarches à faire pour en arriver là? Oui, le principe, c'est vraiment de s'assurer qu'on va répondre à un besoin, comme je disais, besoin collectif, donc de membres ou de la communauté, qui va permettre aussi un peu de déterminer la forme juridique à choisir pour le festival. Ensuite, après ça, on parle toujours d'entreprise collective. Donc, à ce moment-là, c'est de s'entourer de minimalement, en fait, être minimalement 3 personnes pour former le comité provisoire, comité d'administration provisoire ou comité provisoire d'une coop. Selon la forme de la coop, ça peut être 5 personnes minimum, mais sinon, minimalement 3 personnes pour, à ce moment-là, entamer le processus d'incorporation auprès des registraires des entreprises. Puis toutes ces démarches-là, au niveau du pôle d'économie sociale, c'est de l'accompagnement qu'on peut faire, aider la personne justement qui a une idée de projet. C'est un projet collectif, mais elle sait pas trop comment le faire, comment le structurer. Donc ça, c'est de l'accompagnement qu'on peut à ce moment-là offrir jusqu'à l'incorporation puis la croissance. Ici, dans la région, ça représente à peu près combien de personnes qui travaillent? Est-ce que c'est juste du bénévolat ou il y a des salariés? Tout à fait, tout à fait. Le bénévolat est vraiment a une grosse part dans le succès, j'ai envie de dire, des entreprises d'économie sociale.
par le biais des conseils d'administration, puis même par le biais de toutes les personnes qui vont s'impliquer pour pour répondre à la mission de l'organisation. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'employés salariés. Pour le centre du Québec, c'est à peu près 7000 salariés qu'on compte. Donc, pour les 350 à peu près entreprises, c'est 7000 salariés. OK. Puis, si je comprends bien, l'économie sociale, ça touche à la culture, ça touche à différents aspects de la vie en société. J'ai bien compris, c'est ça? Exactement. En fait, l'économie sociale, c'est pas un secteur d'activité, c'est vraiment un modèle d'affaires. Donc après, ça veut dire que ce modèle d'affaires-là, on va le retrouver dans tous les secteurs d'activité. Ça peut toucher effectivement culture, tourisme, loisirs, par le biais de musées, festivals. Ça peut toucher l'éducation. Les CPE, par exemple, sont des entreprises d'économie sociale. Ça peut toucher l'agroalimentaire, où on va retrouver principalement des coopératives. Mais c'est ça, ça se retrouve vraiment dans tous les secteurs d'activité. L'immobilier aussi, par le biais des coops d'habitation. Donc, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment un modèle d'affaires, donc qui va toucher tous les secteurs d'activité. Vous me disiez que le pôle d'économie sociale est là pour aider les gens qui ont des projets. Cette aide-là, est-ce qu'elle est financière aussi, ou si c'est seulement comme un accompagnement d'information et de façon de faire, aussi un soutien financier? Et combien de temps vous les accompagnez, ces gens-là? En fait, on n'a pas au pôle d'économie sociale, on n'offre pas de soutien financier. C'est vraiment de l'accompagnement qu'on va aider aux entrepreneurs, aux groupes promoteurs. C'est du service conseil et du référencement. Donc, si la personne a besoin de financement, à ce moment-là, on va être en mesure de la référer dans le milieu aux ressources qui vont offrir le financement, comme les MRC, les CLD anciennement. Mais toutes les ressources qui offrent ce financement que nous, on ne fait pas. Nous, c'est vraiment du service conseil. Puis, on travaille toujours de toute façon aussi en collaboration avec les acteurs du milieu pour s'assurer vraiment d'offrir le service complet selon les besoins de la personne et du groupe. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est sûr qu'il y aura encore beaucoup à dire. Le temps nous manque. Est-ce qu'il y a une façon de vous rejoindre? Il y a le site Internet du Mois de l'économie sociale sur lequel on peut retrouver des témoignages, des statistiques, des données un peu sur les retombées de l'économie sociale. Sinon, il y a notre site Internet du pôle d'économie sociale du Centre du Québec, qui est économiesocialcentreduquebec.com. Et sinon, sur laquelle vous pouvez retrouver nos coordonnées directes pour nous rejoindre par courriel ou par téléphone. Ou une page Facebook aussi, pôle d'économie sociale Centre du Québec, pour suivre nos actualités. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant et je souhaite pour tous que ça prenne de l'ampleur parce que c'est très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Pour terminer, nous faisons une mise à jour très synthétique sur les dernières nouvelles de la préparation du Marathon de l'Espoir de Plessisville du 10 décembre. Madame Claudette Laliberté, présidente de l'organisme organisateur, nous amène ces informations. Nous rencontrons maintenant Madame Claudette Laliberté, présidente de l'Œuvre du partage, pour faire une mise au jour de la collecte de fonds pour le Marathon de l'Espoir de Plessisville 2022. Bonjour, Madame Laliberté. Bonjour, Madame Laflamme. Il y a 2 semaines, soit environ vers le 8 novembre, vous aviez amassé 4 807 $ pour le Marathon de l'Espoir 2022. Maintenant, est-ce que vous avez un nouveau montant à nous dévoiler? La semaine passée, j'ai pas les chiffres exacts aujourd'hui. La semaine passée, on approchait 6 000 $. Fait qu'on trouve que pour cette période-ci, là, on a quand même presque un mois maintenant, ça va bien. Ça va bien, l'argent rentre régulièrement et ça va bien. Ah, tant mieux. On est encouragés. Oui, bon. Oui. Donc, la campagne, la préparation,
Ça fonctionne comme Ça prévu? oui, ça va bon train. Les bénévoles, c'est toujours bénévole. Je dis, les bénévoles qui travaillent, ça travaille fort et on va avoir un beau marathon. C'est en branle et ça va bien. Ah, c'est parfait. Ouais. Est-ce que vous avez organisé des nouvelles activités pour recevoir des dons? Il va y avoir une activité spéciale le 25 novembre à la microbrasserie Jackalope. Okay. C'est une soirée avec musique et tous les profits de cette soirée-là vont être remis au Marathon de l'Espoir. Et il y a une bière spéciale qui est vraiment identifiée Marathon de l'Espoir. Oh, wow. Et Jackalope nous remet $1 par consommation au Marathon de l'Espoir. Alors, on veut pas encourager les gens à boire, mais s'ils veulent encourager vraiment là, ceux qui vont vraiment, là, ça va être remis au complet pour le Marathon de l'Espoir. Ah, c'est important. Oui. Avez-vous quelque chose à rajouter peut-être? Peut-être juste un petit mot pour la population générale. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin, mais qui n'ose pas venir nous voir, n'hésitez pas, appelez. 362-0001, c'est quelqu'un chez Orapé qui va vous répondre. Vous pouvez demander Nathalie ou Valérie qui vont vous répondre. Sinon, vous avez mon numéro de téléphone, le 819-567-8123, qui apparaît dans la façon de donner au marathon, mais c'est mon numéro de téléphone. D'accord. Vous pouvez nous rejoindre aussi pour qu'on puisse entrer en communication avec ces familles-là. On est là pour les aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre de partage. Merci, puis au plaisir de se voir le 10 décembre au Marathon. Nous arrivons à la fin de l'érable en bref d'aujourd'hui. Nous avons traité nos 3 sujets principaux. La recherche en art funéraire, l'analyse du mois de l'économie sociale et la mise à jour de la préparation du Marathon de l'Espoir de Plessisville. Si vous voulez rester informé, nous vous invitons à regarder notre 2e édition de l'érable en bref de cette semaine, disponible à partir de mercredi, et l'érable approfondi de samedi. Sinon, nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus de nouvelles locales de la MRC de l'érable et du centre du Québec. Passez une excellente semaine.